Dynamiques émergentes. Bien que les tendances démographiques, environnementales, économiques et technologiques posent les bases de notre avenir potentiel, l'histoire des 20 prochaines années sera écrite selon les choix faits sur le plan sociétal, gouvernemental et international. Les dynamiques émergentes à tous les niveaux laissent présager un débat et une contestation accrue. Les choix personnels et politiques détermineront la cohésion des sociétés, la résilience des États dans toutes les régions et les types d'interactions entre les États. Dans de nombreux pays, les populations restent pessimistes quant à l'avenir et se méfient de plus en plus des dirigeants et des institutions qu'ils jugent incapables ou peu désireux de faire face aux tendances économiques, technologiques et démographiques disruptives. En réaction, elles se tournent vers des groupes qui leur sont familiers et partagent les mêmes idées pour trouver une communauté et un sentiment de sécurité, notamment vers les groupes ethniques, religieux et culturels, ainsi que les groupements soudés autour des mêmes intérêts et causes. Les communautés sont plus fragmentées et en conflit. Un maelstrom de visions, d'objectifs et de croyances contradictoires impose des contraintes plus fortes au gouvernement. Dans le même temps, les gouvernements sont soumis à des pressions croissantes et à un resserrement des sources de financement, et ils éprouvent des difficultés à relever les défis d'un monde interconnecté, technologiquement avancé et diversifié. Il en résulte un déséquilibre croissant entre les demandes du public et la capacité des gouvernements à assurer le bien-être et la sécurité, ce qui laisse présager une plus grande instabilité politique et des risques croissants pour la démocratie. Les besoins et les attentes non satisfaits entraînent l'apparition de tout un marché d'acteurs extérieurs prêts à fournir gouvernance, sécurité et services, comprenant les ONG, les groupes religieux, les corporations et les organisations criminelles. Les États qui s'adaptent aux défis croissants de la gouvernance seront probablement mieux placés pour rétablir la confiance et la légitimité. Au cours des 2 prochaines décennies, le pouvoir au sein du système international évoluera pour inclure un ensemble plus large de sources et de caractéristiques, comprenant un meilleur pouvoir technologique, de réseaux et d'information, qui viendra compléter le pouvoir militaire et économique plus traditionnel. La rivalité entre les États-Unis et la Chine devrait définir les grands paramètres de l'environnement géopolitique au cours des prochaines décennies, obligeant les autres acteurs à faire des choix plus tranchés. Les États s'appuieront sur ces diverses sources de pouvoir pour se disputer les normes, les règles et les institutions mondiales. Les puissances régionales et les acteurs non étatiques exerceront une plus vive influence dans chaque région et prendront le dessus sur des questions laissées à l'écart par les grandes puissances. La concurrence accrue autour des règles et des normes internationales, associée à des avancées technologiques militaires non éprouvées, risque de saper le multilatéralisme mondial, d'accroître l'inadéquation entre les défis transnationaux et les dispositions institutionnelles mises en place pour les relever et donc d'aiguiser le risque de conflit. Dynamiques émergentes. Société désillusionnée, informée et divisée. Principaux points à retenir. Le ralentissement de la croissance économique et des progrès en matière de développement humain, associés à des changements sociétaux rapides, ont donné à de larges pans de la population mondiale un sentiment d'insécurité, d'incertitude concernant l'avenir et de méfiance à l'égard des institutions et des gouvernements qu'ils considèrent comme corrompus ou inefficaces. De nombreuses personnes se tournent vers des groupes qui leur sont familiers et qui partagent les mêmes idées pour trouver un sentiment de communauté et de sécurité, notamment des groupes ethniques, religieux et culturels, ainsi que des regroupements centrés autour d'intérêts et de causes communes. Ces groupes sont plus importants et plus conflictuels, créant un maelstrom de visions, d'objectifs et de croyances contradictoires. La combinaison de nouvelles identités transnationales, de la résurgence d'allégeances établies et d'un environnement d'information cloisonné crée et met en évidence les lignes de faille au sein des États, tout en sapant le nationalisme civique et en augmentant l'instabilité. Dans toutes les régions, les populations disposent de plus en plus d'outils, de compétences et de motivations pour agir en faveur du changement social et politique et exiger des ressources, des services ainsi que la reconnaissance de leur gouvernement. Pessimisme croissant, confiance vacillante. Les défis mondiaux et locaux, y compris les tensions économiques, les changements démographiques, les événements climatiques extrêmes et les changements technologiques rapides,
renforce le sentiment d'insécurité physique et sociale parmi une grande partie de la population mondiale. La pandémie de Covid-19 accentue ces défis économiques et sociaux. De nombreuses personnes, en particulier celles qui tirent moins de bénéfices que les autres de leur société, se montrent de plus en plus pessimistes quant à leurs propres perspectives, frustrées par les performances des gouvernements. Elles pensent que ces derniers favorisent les élites ou mènent de mauvaises politiques. La croissance économique et les améliorations rapides en matière de santé, d'éducation et de développement humain de ces dernières décennies ont commencé à se stabiliser dans certaines régions, et les populations sont sensibles à l'écart croissant entre les gagnants et les perdants de l'économie mondialisée et cherchent à obtenir réparation de la part de leur gouvernement. Environ 1,5 milliard de personnes ont accédé à la classe moyenne au cours des dernières décennies, mais certaines commencent à régresser, y compris dans les économies avancées. Les sondages d'opinion publique ont montré à plusieurs reprises un pessimisme croissant concernant l'avenir dans tous les pays du monde, mais surtout dans les économies avancées et à revenus intermédiaires. Selon le baromètre de confiance Edelman 2020, la majorité des personnes interrogées dans 15 des 28 pays étudiés sont pessimistes au sujet de leur situation et de celle de leur famille dans 5 ans, soit une augmentation moyenne de 5% par rapport à l'année précédente. Moins d'un quart des personnes interrogées en France, en Allemagne et au Japon, par exemple, pensent que leur situation se révélera meilleure en 2025. Dans les années à venir, ce pessimisme risque de se répandre dans les pays en développement dont la population jeune est importante, mais dont les progrès en matière d'éradication de la pauvreté et de satisfaction des besoins de développement humain sont lents, notamment en Afrique subsaharienne. Le ralentissement potentiel de la croissance économique dans les prochaines années et la diminution des progrès en matière de développement humain dans de nombreux pays sont susceptibles d'exacerber la méfiance de certains membres du public à l'égard des institutions et des autorités officielles. La confiance dans les gouvernements et les institutions, qui dépend fortement des perceptions d'équité et d'efficacité, est constamment faible depuis 10 ans, en particulier dans les pays à revenus moyens ou élevés. Dans une étude menée en 2020 par Edelman dans 16 pays développés, la part du grand public faisant confiance au gouvernement depuis 2012 n'a jamais dépassé 45% et, parmi les économies de l'Organisation de coopération et de développement économique, la confiance du public dans le gouvernement a chuté dans plus de la moitié des pays entre 2006 et 2016, selon un autre sondage d'opinion publique réalisé par Gallup. Sur les 11 pays divers analysés par Edelman pendant la pandémie de Covid-19, la confiance du public envers le gouvernement a augmenté en moyenne de 6 points de pourcentage entre janvier et mai 2020, puis elle a diminué en moyenne de 5 points de pourcentage entre mai 2020 et janvier 2021, les gouvernements n'ayant pas réussi à contenir le coronavirus. La confiance ne se révèle pas uniforme dans toutes les sociétés. Au niveau mondial, la confiance dans les institutions parmi le public averti, défini comme les personnes ayant poursuivi des études supérieures, se situant dans les 25% supérieurs des ménages ayant une forte consommation de médias, a augmenté ces 20 dernières années, tandis que plus de la moitié du grand public déclare que le système les laisse tomber. L'écart de confiance dans les institutions entre le public informé et le grand public a augmenté au cours de la dernière décennie, selon les enquêtes d'Edelman, affichant un écart de 5 points de pourcentage en 2012 et de 16 points dans le rapport 2021. De même, l'écart de confiance dans les entreprises a quadruplé au cours de cette période. L'augmentation des inégalités réelles ou perçues au sein des pays, en particulier dans ceux où la croissance économique globale est lente, coïncide souvent avec une baisse de la confiance et un mécontentement accru du public à l'égard du système politique. Dans les pays moins développés, la corruption sape la confiance des citoyens. Les individus ont tendance à faire plus confiance aux institutions informelles qu'aux gouvernements au sein desquels le pouvoir politique est concentré entre les mains d'une élite aisée. La corruption est aujourd'hui l'un des facteurs dominants à l'origine d'une volonté de changement politique. D'après le sondage réalisé en 2019 par Transparency International, une majorité de personnes interrogées en Amérique latine, 53%, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, 65%, et en Afrique subsaharienne, 55%, auraient déclaré que la corruption augmente dans leur région.
Dans les années à venir, les progrès de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique, de la 5G et d'autres technologies qui élargiront l'accès à Internet pourraient encore diminuer la confiance du public, car les gens auront du mal à déterminer ce qui est réel et ce qui relève de la rumeur ou de la manipulation. En outre, les populations craignent la surveillance exercée autant par les gouvernements que par les entreprises qui cherchent à contrôler ou à tirer profit de leurs informations personnelles. Des identités plus marquées. À mesure de l'érosion de la confiance dans les gouvernements, les élites et les autres institutions établies, les sociétés risquent de se fragmenter davantage en fonction des identités et des croyances. Dans toutes les régions, les individus se tournent vers des groupes qui leur sont familiers et partagent les mêmes idées pour trouver un sentiment de communauté et de sécurité, notamment des groupes identitaires, culturels et infranationaux, mais aussi transnationaux. Les revendications et les affiliations identitaires prolifèrent et s'aggravent simultanément. En retour, cela conduit à rendre plus influents les groupes identitaires dans les processus sociétaux et politiques, mais cela génère aussi des divisions et des différends. De nombreuses personnes se tournent vers des marqueurs identitaires plus établis, tels que le regroupement ethnique et le nationalisme. Dans certains pays, le ralentissement de la croissance démographique, l'augmentation des migrations et d'autres changements démographiques intensifient les perceptions de vulnérabilité, notamment le sentiment de perte culturelle. De nombreuses personnes, se sentant dépassées par les rapides changements sociaux et économiques, s'indignent des violations des traditions ancestrales et ont l'impression que d'autres profitent du système à leurs dépens. Ces perceptions alimentent également les croyances selon lesquelles le changement écologique et social est nuisible et que certains dirigeants poursuivent des objectifs mal avisés. Parallèlement à l'importance croissante des groupes identitaires établis, la religion continue de jouer un rôle décisif dans la vie des gens en déterminant ce qu'ils croient, ceux à qui ils font confiance, ceux avec qui ils se réunissent et la démonstration de leur engagement. Dans les régions en développement où la croissance démographique est la plus rapide, notamment en Afrique, en Asie du Sud et dans certaines régions d'Amérique latine, les populations participent davantage aux pratiques religieuses, ce qui témoigne du sentiment d'utilité procuré par la religion. La perception de menaces existentielles liées à des conflits, des maladies ou d'autres facteurs contribue également à des niveaux de religiosité plus élevés. De nombreuses personnes mettent l'accent et s'organisent autour de différents aspects de leur identité, notamment l'origine ethnique, le sexe et l'orientation sexuelle, ainsi qu'autour de causes et de problèmes comme le changement climatique et la liberté de religion. Les forces de la mondialisation, notamment la mobilité, l'urbanisation et la connectivité accrue, sensibilisent et mettent en avant un large éventail de communautés qui transcendent les frontières nationales et permettent aux gens de s'organiser plus facilement autour de valeurs et d'intérêts communs. Ces identités jouent un rôle plus important au sein des pays et entre eux, car les groupes s'efforcent d'obtenir une reconnaissance et des objectifs spécifiques. Par exemple, une vaste coalition mondiale a fait pression avec succès pour l'acceptation publique et la protection juridique de l'homosexualité dans le monde entier, notamment en organisant des campagnes en ligne et des événements publics, même dans des pays socialement conservateurs comme l'Iran. Entre 2013 et 2019, le pourcentage de personnes défendant l'idée que l'homosexualité devrait être acceptée dans la société a augmenté dans 21 pays sur 27, selon le Pew Research Center, et 30 pays ont légalisé le mariage homosexuel depuis 1989. Des identités en conflit. L'expansion et l'importance croissante des groupes identitaires réclamant une reconnaissance et des droits exacerbent le débat sur les fondements sociaux et économiques de nos sociétés. L'intensification et la concurrence des dynamiques identitaires provoqueront des débats, des polarisations politiques croissantes, des divisions sociétales et dans certains cas des troubles et violences. L'augmentation du nombre d'immigrants, de réfugiés et de travailleurs invités dans de nombreux pays, tels que les pays à revenus intermédiaires d'Europe centrale et du Sud-Est, suscite des débats passionnés sur l'identité nationale et la citoyenneté et conduit à l'émergence de partis politiques nationalistes ethniques, à une plus grande désaffection pour les politiques assimilationnistes et à un déclin du soutien aux migrants dans le monde. La reconnaissance et le soutien croissant des droits des LGBTQ suscitent des réactions dans des pays aux quatre coins du monde comme le Brésil, l'Iran, le Nigeria et la Pologne, où certains considèrent ces mouvements comme un affront à leurs croyances profondes et une atteinte à leur société.
Dans certains pays, les dirigeants politiques et religieux prônent l'adoption de lois restreignant les droits des LGBTQ et criminalisant l'homosexualité. Dans la plupart des pays, les progrès en matière d'égalité des sexes ont été substantiels, notamment concernant l'amélioration de l'éducation, des soins de santé, des possibilités d'emploi et des rôles de direction. Mais même dans les démocraties de longue date, le ressentiment et le déni demeurent. Le mouvement mondial MeToo a mis en lumière l'ampleur du harcèlement sexuel et des agressions sexuelles qui se produisent dans le monde entier. Cependant, plusieurs pays, comme la Hongrie et la Russie, ont réduit les mesures de protection des femmes, notamment en décriminalisant la violence domestique et sexuelle. L'environnement de l'information, connecter, confondre et diviser. La croissance de la communication numérique mobile et nette. En 2016, il y avait 4,8 milliards d'abonnés mobiles uniques et 2 milliards d'utilisateurs de l'Internet mobile. En 2019, il y en avait respectivement 5,2 milliards et 3,8 milliards. Et en 2025, les prévisions sont de 5,8 milliards et 5 milliards. La croissance exponentielle de l'environnement d'information hyperconcentré renforcera et compliquera l'allégeance identitaire et la dynamique sociétale. Les médias sociaux, en particulier, permettent d'entrer plus facilement en contact avec des personnes du monde entier qui partagent caractéristiques, opinions et croyances communes. De plus, les réseaux sociaux créent des chambres d'écho aux utilisateurs partageant les mêmes idées, relayant des informations qui confirment leur vision du monde et limitent leur compréhension d'autres perspectives. Au fil du temps, cette dynamique accroît la sensibilisation et crée de nouveaux liens entre des groupes auparavant isolés, tout en polarisant les perceptions des individus sur la politique, les institutions publiques, les événements, les questions morales et les tendances sociétales. Cette polarisation entraînera une prolifération de points de vue concurrents et bien ancrés, ce qui limitera les possibilités de compromis et réduira la cohésion de la société. Au cours des 20 prochaines années, les algorithmes et les réseaux sociaux qui conservent et distillent des quantités massives de données produiront un contenu qui prendra le dessus sur les effets politiques et sociaux engendrés par un environnement d'information hyperconnecté. Le pouvoir sera exercé par ceux qui génèrent le contenu et par ceux qui décident des personnes pouvant y accéder. Les réseaux sociaux renforceront les groupes identitaires ou favoriseront des regroupements nouveaux et inattendus. Ils accéléreront et amplifieront les tendances naturelles à s'associer des personnes partageant les mêmes opinions, ce qui favorisera souvent des visions concurrentes de la vérité sur une question donnée. Les plateformes permettront aux leaders d'opinion concurrents, y compris ceux issus de groupes marginalisés, de publier plus facilement leurs points de vue et de débattre entre eux, d'où une meilleure cohésion et des messages plus attractifs commercialement. Cet effet est amplifié par le fait que les individus s'appuient sur leur propre communauté identitaire pour obtenir des informations et se reposent sur le savoir des autres. Les populations utiliseront également des facteurs socio-identitaires tels que la culture, l'appartenance ethnique, la nationalité et la religion comme filtres essentiels pour trier la surcharge d'informations. D'où une fragmentation des identités nationales et une perte de confiance envers les gouvernements. Ces identités procurent un sentiment d'appartenance et renforcent les normes sur la façon dont les membres du groupe doivent se comporter, la confiance qu'on peut leur accorder et les croyances sur des questions complexes. La violence fondée sur l'identité, y compris les crimes haineux et politiques, sera amplifiée par les réseaux sociaux. En Inde, ces réseaux ont pris une ampleur incroyable et diffusent des fausses informations partout sur Internet. Par exemple, la propagation sur les réseaux de rumeurs à propos de l'abattage présumé de vaches ou de la possession de viande de bœuf par des musulmans a conduit au lynchage de musulmans par des justiciers des vaches. Le grand public dépendra de plus en plus de ses geôliers, les médias d'information, les réseaux sociaux et les figures d'autorité et de confiance, pour distinguer la vérité de la fiction. Cependant, les efforts visant à arbitrer les contenus controversés, comme le marquage ou la suppression d'affirmations manifestement fausses, ont peu de chances d'être efficaces pour modifier les croyances et les valeurs liées à l'identité d'une personne. Les croyances identitaires ont tendance à éclipser la recherche de la vérité en raison du besoin impérieux d'appartenance, de statut, de compréhension du monde social, de dignité et de justification morale. Les identités nationales sous tension. Dans certains pays,
La contestation communautaire remet en question les conceptions de l'identité nationale qui, historiquement, ont été une source de cohésion de l'État et de la cause nationale. Dans son ensemble, le nationalisme a gagné en force, mais dans certains cas, des formes de nationalisme d'exclusion s'intensifient et affaiblissent les idéaux du nationalisme civique. Les sociétés ethniquement et culturellement diverses rencontreront ce type de problème. Les formes de nationalisme d'exclusion ont pris de l'ampleur dans de nombreuses régions, notamment celles qui connaissent des changements démographiques, dont la croissance économique est lente ou stagnante et dont les habitants craignent de perdre leur statut spécial. Certains dirigeants et régimes attisent le nationalisme d'exclusion pour promouvoir leur régime et leur politique. En Birmanie, par exemple, l'arrêt de la transition démocratique au cours de la dernière décennie et la pauvreté dans tout le pays ont accru l'insécurité, ce qui a renforcé le nationalisme bouddhiste et a favorisé les sentiments anti-musulmans, voire la violence. De même, les dirigeants chinois ont exploité un nationalisme répandu, souvent xénophobe, afin d'obtenir un soutien pour des politiques telles qu'une position agressive de la Chine dans les conflits territoriaux. Dans d'autres cas, l'insécurité culturelle et économique découlant de la mondialisation a alimenté les forces nationalistes. Par exemple, les partisans britanniques du Brexit ont mis en avant ce qu'ils reprochaient depuis longtemps à l'Union européenne, mais la plupart des sondages indiquent que l'inquiétude liée à la migration était un facteur clé du vote en faveur du Brexit. La crise des migrants en 2015 a également provoqué une poussée des forces nationalistes dans plusieurs autres pays européens, dont la France, l'Allemagne et les Pays-Bas, où les populations majoritaires craignent le changement culturel et la concurrence économique. Certains régimes gouvernementaux cherchent à utiliser des thèmes religieux et ethniques dans d'autres pays pour mobiliser le soutien populaire étranger en faveur de leurs objectifs de politique étrangère. Les tentatives de l'Inde d'exporter le nationalisme hindou, l'effort de la Turquie pour mobiliser la diaspora turque en Europe afin d'amplifier son influence, et le soutien de la Russie aux minorités orthodoxes russes en dehors du pays montrent la façon dont les dirigeants exploitent la question identitaire pour atteindre leurs objectifs de politique étrangère. Des publics plus autonomes et plus exigeants. Au cours des dernières décennies, les progrès économiques constants et l'accès à la technologie ont permis aux populations de toutes les régions de disposer des ressources, du temps et des outils nécessaires pour traduire leurs besoins et leurs intérêts en action et faire participer les responsables et les autres élites avec plus d'intensité, de fréquence et d'efficacité. Les populations des économies avancées sont déjà bien positionnées et celles des pays en voie de développement sont de mieux en mieux équipées pour agir en faveur du changement. Par exemple, la classe moyenne chinoise, définie comme les personnes gagnant entre 10 et 110 dollars par jour, a connu une croissance rapide, passant de 3,1% de la population en 2000 à 52,1% en 2018, soit environ 686 millions de personnes qui sont mieux placées pour exiger des avancées de leur gouvernement. Dans la plupart des pays du monde, les populations sont devenues plus prospères et éduquées au cours des dernières décennies, et la diminution de l'inquiétude quant aux besoins immédiats a favorisé l'élargissement du champ de conscience et des ambitions des individus. Grâce à une plus grande prospérité, les populations bénéficieront de plus de temps libre, mais auront également des attentes plus élevées et un meilleur accès aux outils de participation. D'où une inquiétude croissante de perdre ce qu'elles ont obtenu et une hausse de la participation politique au cours des 2 prochaines décennies. En outre, la croissance des populations urbaines sera plus prononcée dans les régions du monde en développement, qui fournissent encore peu de services et sont majoritairement jeunes, notamment en Afrique et en Asie du Sud. L'urbanisation crée des populations concentrées avec des intérêts et des griefs partagés, les ingrédients de base pour alimenter des mouvements sociaux susceptibles de se transformer rapidement en manifestations. La prolifération des technologies de communication permet de prendre conscience en temps réel des tendances et des événements internationaux sur le terrain et d'offrir aux populations les outils pour organiser et diffuser leurs messages. Entre 2014 et 2020, le nombre d'internautes dans le monde est passé de 3 milliards à 4,54 milliards. La pénétration de l'Internet mobile devrait passer de 49% en 2019 à 60,5% à l'échelle mondiale en 2025. On estime que 800 millions de personnes supplémentaires commenceront à utiliser les réseaux sociaux au cours des 5 prochaines années, contre 3,6 milliards de personnes en 2020. Les populations sont mieux équipées et connectées.
Aussi, leurs réclamations auprès de leur gouvernement s'amplifieront dans toutes les régions du monde. Alors que leurs attentes sont plus élevées, variées, contradictoires et difficiles à traiter, les conditions y sont moins favorables. Ces demandes concerneront probablement des questions économiques, politiques et sociales, et divers groupes feront pression pour obtenir des politiques contraires, comme la protection des industries clés ou la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Même dans les pays dotés de démocraties solides, les populations exprimeront leurs doléances via des manifestations de masse, appelleront à des boycotts, à la désobéissance civile, voire à la violence, si l'on accroît l'augmentation des manifestations publiques au cours de la dernière décennie. Dans la même perspective, les réseaux sociaux seront les moyens principaux de faire entendre des voix dissidentes dans les pays autoritaires. Le mécontentement prendra donc des formes diverses et ne cessera pas de se renforcer avec des répercussions importantes sur la cohésion sociale. Dynamiques émergentes. L'État, tensions, turbulences et transformations. Principaux points à retenir. Les gouvernements de toutes les régions seront confrontés à des pressions croissantes dues aux contraintes économiques, à un ensemble de défis démographiques, environnementaux et autres. Pendant ce temps, les populations habilitées à faire valoir des objectifs et des priorités contradictoires exigeront davantage. Les relations entre les sociétés et leurs gouvernements risquent de connaître des tensions persistantes en raison d'un décalage croissant entre l'attente des publics et l'offre concrète des gouvernements. Cet écart grandissant laisse présager une plus forte instabilité politique, des risques pour la démocratie et un rôle croissant pour les sources de gouvernance alternatives. Le mécontentement accru de la population, s'il est accompagné d'une crise majeure et dirigé par des leaders inspirés, pourrait susciter des changements ou transformations significatives dans la manière de gouverner. Inadéquation croissante entre les demandes du public et les capacités du gouvernement. Au cours des 2 prochaines décennies, les relations entre les États et leurs sociétés dans toutes les régions du monde connaîtront des tensions persistantes en raison d'un décalage accru entre les besoins ou les attentes des populations et l'offre possible ou voulue des gouvernements. Dans de nombreux pays, les populations dont les attentes ont été exacerbées par la prospérité passée seront confrontées à des tensions et à des perturbations plus vives en raison du ralentissement de la croissance économique, de l'incertitude des perspectives d'emploi et de l'évolution démographique. Ces populations seront également mieux équipées pour défendre leurs intérêts après des décennies d'amélioration constante en matière d'éducation et d'accès aux technologies de la communication, ainsi qu'une plus grande cohérence des groupes qui partagent les mêmes idées. En dépit de la faible confiance du grand public envers les institutions gouvernementales, les populations continueront à considérer l'État comme responsable de la résolution de leurs problèmes et détenteur des solutions. Alors que les populations font de plus en plus entendre leur voix, les gouvernements seront soumis à une pression croissante due aux contraintes économiques et à un ensemble de défis démographiques, environnementaux et autres. Individuellement et collectivement, ces pressions mettront à l'épreuve les capacités et la résilience des États, épuiseront les budgets et rendront la gouvernance encore plus complexe. Démographie et développement humain. De nombreux pays rencontreront des difficultés à poursuivre, voire à maintenir, leur progression en termes de développement humain en raison des répercussions de la pandémie en cours, du ralentissement de la croissance économique mondiale, des conséquences des conflits et du changement climatique et des mesures difficiles à prendre pour atteindre des objectifs de développement plus élevés. Parallèlement, qu'ils soient jeunes ou vieillissants, tous les pays seront confrontés à des défis démographiques. Les migrations exacerberont les questions d'identité, diviseront les sociétés des pays d'accueil et alimenteront des conflits ethniques. L'urbanisation rapide, principalement en Afrique et en Asie, mettra à rude épreuve les gouvernements contraints de fournir des infrastructures, une sécurité et des ressources adéquates pour ces villes en expansion. La réponse au changement climatique et à la dégradation de l'environnement sera un défi pour les gouvernements du monde entier. L'impact sera particulièrement aigu en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, où les gouvernements sont déjà faibles, stressés ou fragiles.
Les pays riches seront également confrontés à des coûts environnementaux, voire à des catastrophes, qui mettront à l'épreuve la réactivité et les ressources des gouvernements, ce qui risque d'éroder davantage la confiance du public. Contraintes économiques. Le ralentissement de la croissance économique en cours pèsera sur les ressources et les gouvernements, lesquels croulent déjà sous une dette d'une ampleur sans précédent. En outre, l'augmentation ou la persistance des inégalités au sein de nombreux États, associée à la corruption, menacera la confiance des citoyens envers le gouvernement ainsi que la confiance mutuelle. L'évolution technologique. Les gouvernements auront du mal à suivre le rythme de l'évolution technologique et à mettre en œuvre des politiques permettant de tirer parti des avantages et d'atténuer les risques et les perturbations. Les progrès technologiques autoriseront également les individus et les acteurs non étatiques à remettre en question le rôle de l'État de manière inédite. Face à ces défis, les systèmes et modèles de gouvernance existants s'avèrent inadaptés pour répondre aux attentes des populations. Il en résulte un déséquilibre croissant entre les demandes du public et la capacité des gouvernements à offrir des réponses économiques et sécuritaires. Ce pessimisme public touche les gouvernements de droite, de gauche et du centre, les États démocratiques et autoritaires, les administrations populistes et technocratiques. Par exemple, en Amérique latine et dans les Caraïbes, les enquêtes d'opinion publique menées dans 18 pays ont montré une baisse significative de la satisfaction concernant les performances de la démocratie dans leur pays, passant d'une moyenne de 59% des répondants en 2010 à 40% en 2018. À mesure que les opinions publiques se montrent de plus en plus sceptiques à l'égard des gouvernements existants, ces derniers auront probablement du mal à se mettre d'accord avec leur société sur la manière de s'adapter ou de se transformer pour atteindre leurs objectifs, à savoir développer des opportunités économiques, lutter contre les inégalités, réduire la criminalité et la corruption. La nature de ces défis et les réponses des gouvernements varieront selon les régions et les pays. En Asie du Sud, par exemple, le défi sera de coordonner un ralentissement de la croissance économique avec une main-d'œuvre en expansion, une grave dégradation de l'environnement, des changements climatiques et une polarisation croissante. Les pays européens seront confrontés à une dette grandissante, à une faible croissance de la productivité, au vieillissement et à la réduction de la main-d'œuvre, à un clivage rural-urbain, à une hausse des inégalités, à des fractures politiques et à des débats sur la politique écologique et fiscale au niveau national et européen. En Chine, la question centrale consiste à savoir si le Parti communiste peut garder le contrôle en assurant la croissance économique, la santé publique et la sécurité, tout en réprimant la dissidence. La classe moyenne chinoise, très nombreuse, est pour l'instant peu active. Un ralentissement économique pourrait changer la donne. De nombreux États resteront figés dans un déséquilibre précaire, avec des populations mécontentes du système existant, mais incapables de s'entendre sur une voie à suivre. Il y a 10 ans, le printemps arabe a mis en lumière les graves lacunes des systèmes politiques dominants. Cependant, dans la plupart des pays de la région, le nouveau contrat social doit encore voir le jour. À l'instar du Moyen-Orient, d'autres régions pourraient se retrouver embarquées dans un processus long et tumultueux, en partie à cause d'une perte de confiance des citoyens dans la capacité des institutions gouvernementales à résoudre leurs problèmes. Même si les États améliorent la sécurité et le bien-être dans l'ensemble, ces gains et ces opportunités peuvent être répartis de manière inégale, alimentant le mécontentement dans des sociétés apparemment plus prospères. Par exemple, de 2000 à 2018, les pays de l'OCDE ont connu une croissance globale de l'emploi, mais les emplois étaient polarisés entre hauts et bas salaires, de nombreux emplois étaient précaires et la croissance de l'emploi variait considérablement selon les régions et les groupes démographiques. Hausse de l'instabilité politique. Dans les années à venir, cette inadéquation entre les capacités des gouvernements et les attentes des citoyens risque de s'étendre et d'entraîner une plus grande instabilité politique. On s'attend à voir une division de la société, une hausse du populisme, des vagues d'activisme et de protestation, et dans les cas les plus extrêmes, de la violence, des conflits internes, voire l'effondrement de certains États. Les États réagiront en fonction de leurs aptitudes, de leur idéologie et des antécédents de mobilisation. Ces réponses détermineront quand et comment le mécontentement public se traduira par une instabilité politique dans un pays donné. Polarisation et populisme.
La polarisation selon des lignes ethniques, religieuses et idéologiques devrait rester forte, car les dirigeants politiques et les groupes organisés font pression sur des questions économiques, sociales, identitaires, internationales et de gouvernance. Dans certains pays, cette polarisation est susceptible d'accroître et de renforcer les dysfonctionnements et les blocages politiques, mais aussi d'augmenter l'instabilité. Une fois établie, une forte polarisation est difficile à inverser. Le mécontentement de l'opinion publique à l'égard des politiques dominantes qui ne parviennent pas à répondre aux griefs économiques ou sociaux a également conduit à la montée du populisme au cours des dernières décennies, mesurée à la fois par le nombre de dirigeants populistes au pouvoir et par les parts de voix des partis populistes dans le monde. Bien que certains populistes ne parviennent pas à s'imposer, l'attrait de ce mouvement est susceptible de perdurer tant que l'insatisfaction, la polarisation et la fragmentation de l'information persistent. En outre, le populisme tend à se développer après des crises économiques ou des changements dans la composition ethnique ou religieuse d'une société à la suite de migrations. Manifestations. Les manifestations antigouvernementales ont augmenté dans le monde entier depuis 2010, touchant tous les régimes. Bien qu'elles soient un indice de turbulence politique, elles peuvent aussi être un signe de santé démocratique, voire une force en faveur de la démocratisation et du changement politique. Le phénomène des manifestations est susceptible de persister par cycles et par vagues en raison de la nature durable des mécanismes sous-jacents. L'insatisfaction publique permanente, le désir de changement systémique, les réponses insuffisantes du gouvernement, la démocratisation de la technologie permettant d'organiser rapidement des manifestations. Violences politiques, conflits internes et effondrement de l'État. Au cours des 2 prochaines décennies, l'instabilité accrue risque d'entraîner l'effondrement de l'ordre politique et de déclencher de la violence politique dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en développement. Depuis 2020, selon une estimation de l'OCDE, 1,8 milliard de personnes, soit 23% de la population mondiale, vivent dans des contextes fragiles caractérisés par une gouvernance, une sécurité, des conditions sociales, environnementales et économiques faibles. Ce nombre devrait atteindre 2,2 milliards, soit 26% de la population mondiale, d'ici 2030. Ces États sont principalement concentrés en Afrique subsaharienne, suivis par le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, l'Asie et l'Amérique latine. Ces régions devront composer avec l'augmentation de différents paramètres, notamment le changement climatique, l'insécurité alimentaire, des populations jeunes et croissantes en Afrique, et une urbanisation rapide qui exacerberont la fragilité des États. Les flambées de violences politiques ou les conflits internes ne sont toutefois pas limités à ces États fragiles et sont susceptibles de se produire même dans des pays historiquement plus stables lorsque l'instabilité politique s'accentue. La démocratie sous pression, les régimes autoritaires également vulnérables. Ce climat politique instable crée de la vulnérabilité pour tous les types de gouvernements, des démocraties libérales établies aux systèmes autoritaires fermés. La capacité d'adaptation et la performance seront probablement des facteurs clés dans l'essor et le déclin des gouvernements démocratiques et autoritaires au cours des 20 prochaines années. Ceux qui réussiront à exploiter les nouvelles opportunités, à s'adapter aux pressions croissantes, à gérer la fragmentation sociale croissante et à assurer la sécurité et la prospérité économique de leur population, préserveront ou renforceront leur légitimité. Ceux qui échoueront inspireront leurs concurrents ou bien le désir d'un modèle alternatif. Les démocraties auront également l'avantage de tirer leur légitimité de l'équité et de l'inclusivité de leur système politique, des attributs plus difficiles à atteindre dans les systèmes autoritaires. L'érosion de la démocratie. Les défis auxquels les gouvernements sont confrontés suggèrent que la tendance à l'érosion de la démocratie risque de se poursuivre au moins pendant la prochaine décennie, voire plus longtemps. Cette tendance est largement répandue tant dans les démocraties libérales riches et établies que dans les démocraties partielles moins matures. Les caractéristiques démocratiques clés, notamment la liberté d'expression et de la presse, l'indépendance judiciaire et la protection des minorités, se détériorent dans le monde entier, certains pays glissant vers un autoritarisme accru. L'organisation non gouvernementale de promotion de la démocratie Freedom House a indiqué que 2020 était la 15e année consécutive de déclin des droits politiques et des libertés civiles. Un autre organisme de mesure de la démocratie dans le monde, Varieties of Democracy,
indique qu'en 2020, 34% de la population mondiale vivait dans des pays où la gouvernance démocratique était en déclin, contre 4% dans des pays qui devenaient plus démocratiques. Plusieurs forces internes et externes sont à l'origine de cette érosion démocratique. Dans certaines démocraties occidentales, la méfiance du public à l'égard des capacités et des politiques des partis et des élites en place, ainsi que l'inquiétude suscitée par les bouleversements économiques, les renversements de statut et l'immigration, ont favorisé la montée en puissance de dirigeants peu libéraux qui sapent les normes et les institutions démocratiques ainsi que les libertés civiles. Dans les nouvelles démocraties, principalement dans le monde en développement, qui sont sortis d'un régime autoritaire au cours des années 1980 et 1990, un ensemble de facteurs a conduit à la stagnation ou au recul de la démocratie. La faible capacité de l'État, un État de droit fragile, un manque de tolérance à l'égard de l'opposition, de fortes inégalités, la corruption, une armée influente politiquement. Sur le plan extérieur, la Chine, la Russie et d'autres acteurs, de diverses manières, attaquent les démocraties et soutiennent les régimes illibéraux. Ce soutien comprend le partage de technologies et de savoir-faire pour la représentation numérique. En particulier, certains acteurs étrangers tentent de fragiliser la confiance du public dans les élections, menaçant ainsi la viabilité des systèmes démocratiques. Les acteurs internes et externes manipulent de plus en plus les informations numériques et diffusent de la désinformation pour façonner l'opinion publique et atteindre des objectifs politiques. À l'avenir, de nombreuses démocraties risquent de s'éroder davantage, voire de s'effondrer. Une étude universitaire portant sur 75 démocraties ayant connu un déclin important depuis 1994 a révélé que 60 d'entre elles, soit 80%, sont finalement devenues des autocraties. Toutefois, ce déclin n'est pas inexorable et il pourrait en fin de compte ne refléter qu'une mauvaise passe dans un long cycle qui a vu la démocratie progresser et reculer avec une tendance générale au renforcement au cours du siècle dernier. La légitimité à long terme des systèmes démocratiques repose sur deux conditions générales: le maintien d'un processus politique juste, inclusif, équitable et l'obtention de résultats positifs pour les populations. Répondre aux préoccupations du public concernant la corruption, le monopole des élites et les inégalités peut contribuer à restaurer la confiance du public et à renforcer la légitimité institutionnelle. En outre, le fait de fournir des services efficaces, une stabilité économique et une sécurité personnelle, des avantages historiques pour les démocraties, accroît la satisfaction du public. Au-delà de ces repères fondamentaux en matière de gouvernance, faire preuve de résilience face aux nouveaux défis mondiaux contribuera à restaurer et à maintenir la confiance du peuple. À long terme, l'avancée ou le recul de la démocratie dépendra en partie de l'équilibre des pouvoirs entre les grandes puissances. La concurrence géopolitique, y compris les efforts visant à influencer ou à soutenir les résultats politiques dans d'autres pays, le succès relatif de la croissance économique et des biens publics, ainsi que l'ampleur de la contestation idéologique entre le modèle démocratique occidental et le système technico-autoritaire chinois, détermineront les tendances démocratiques dans le monde. Vulnérabilité des régimes autoritaires. Les régimes autoritaires seront confrontés aux mêmes risques que les démocraties, et beaucoup d'entre eux auront des difficultés pour s'y adapter, ce qui rend plus probable un changement soudain et violent de gouvernement après une période d'apparente stabilité. Bien que les régimes autoritaires, de la Chine au Moyen-Orient, aient fait preuve de résistance, ils présentent d'importantes faiblesses structurelles. Une corruption généralisée, une dépendance excessive à l'égard des matières premières et des dirigeants personnalistes. Les manifestations publiques font peser des menaces croissantes sur les régimes autoritaires, renversant 10 régimes entre 2010 et 2017. 19 autres régimes ont été destitués lors d'élections, souvent organisées en réponse à des protestations de masse. La corruption était l'une des principales motivations de nombreuses manifestations, et les régimes autoritaires ont tendance à être plus corrompus que les démocraties. Ceux qui dépendent des matières premières pour financer leur réseau de mécènes et alimenter leur économie seront vulnérables aux fluctuations des prix, surtout si les transitions énergétiques font baisser le prix du pétrole. Les régimes autoritaires personnalistes, dans lesquels le pouvoir est concentré sur une seule personne ou un petit groupe, ont tendance à être les plus corrompus et les plus erratiques dans la prise de décision, les moins aptes à planifier leur succession et les plus enclins à déclencher des guerres et à intensifier les conflits. Aujourd'hui,
la forme la plus courante de régime autoritaire est personnaliste, passant de 23% des dictatures en 1988 à 40% en 2016. Et d'autres régimes, notamment en Chine et en Arabie saoudite, évoluent dans cette direction. Pour tenter d'étouffer, de résister ou de répondre au mécontentement de la population, les régimes autoritaires utilisent des formes nouvelles et traditionnelles de coercition, de coopération et de légitimation. La technologie a contribué à rendre les régimes autoritaires plus durables ces dernières années, en partie parce que la numérisation et les technologies de communication rendent la surveillance plus omniprésente et moins coûteuse. Le revers de médaille de ces tendances technologiques est qu'elles ont donné aux populations les outils nécessaires pour contourner la répression numérique et mobiliser la dissidence. Outre la répression, les régimes s'appuieront sur la cooptation pour convaincre des alliés essentiels de rester fidèles, mais cette dynamique dépend de flux de ressources plus importants. De nombreux gouvernements autoritaires chercheront à asseoir la légitimité populaire par des performances gouvernementales efficaces et des idéologies convaincantes. Grâce à la centralisation du pouvoir, certains régimes autoritaires ont apporté des réponses plus rapides et plus souples aux nouveaux défis. Mais historiquement, les gouvernements autoritaires ont souffert d'un manque d'innovation dû à une mauvaise répartition des ressources. Les régimes autoritaires qui offrent des opportunités économiques et maintiennent la sécurité peuvent convaincre leur public que leur système est mieux adapté pour faire face à la complexité et à la rapidité du monde de demain. Des approches adaptatives de la gouvernance, davantage d'acteurs fournissant un éventail plus large de services. Au fur et à mesure que les besoins et les attentes du public augmentent, il est probable que l'on s'oriente vers des approches adaptatives de la gouvernance, soit un recours à un ensemble plus large d'acteurs extérieurs aux institutions étatiques pour assurer le bien-être et la sécurité. Les acteurs non étatiques, notamment les entreprises du secteur privé, les ONG, les groupes de la société civile, les organisations religieuses et les réseaux d'insurgés et de criminels, assurent depuis longtemps la gouvernance dans tous les types d'États. Ces rôles sont susceptibles d'être étendus à un plus large éventail d'acteurs et de fonctions en raison d'une combinaison de facteurs, notamment l'incapacité des États à fournir une gouvernance adéquate, les ressources et la portée croissante du secteur privé, des ONG et des individus à cause de la technologie, la complexité et le nombre accru des défis de politique publique qui nécessitent la participation de multiples acteurs. Cette évolution est susceptible de produire des tensions et des difficultés croissantes au sein des États, comme en témoignent les régimes illibéraux qui répriment les organisations de la société civile ou les démocraties qui cherchent à réglementer les réseaux sociaux et les opérations de certains acteurs non étatiques. Selon le contexte et l'activité, les acteurs non étatiques complètent, concurrencent et dans certains cas remplacent l'État. Le développement d'une gouvernance en dehors des institutions étatiques ne constitue pas nécessairement une menace pour les gouvernements centraux et ne diminue pas la qualité globale de la gouvernance pour la population. Les rôles et les relations entre les acteurs étatiques et non étatiques dépendront de leur capacité relative, de leur pénétration et de leur alignement sur les attentes de la population. Du Moyen-Orient à l'Afrique et à l'Amérique latine, les groupes d'insurgés et les organisations criminelles occupent une place de plus en plus importante dans la société. Ils comblent le déficit de gouvernance et exploitent parfois les gouvernements faibles pour étendre leur influence en fournissant des emplois et des services sociaux, des soins de santé et de l'éducation à la sécurité et au ramassage des ordures. Dans d'autres cas, notamment en Afrique, des ONG internationales, dont certaines ont une base religieuse, renforcent le rôle de l'État en fournissant des services de santé et d'éducation. Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux exemples de gouvernance adaptative sont apparus. Les entreprises, les organisations philanthropiques, les sociétés technologiques et les institutions de recherche et d'enseignement ont travaillé de concert avec les gouvernements pour réaliser des percées à une vitesse record. Ailleurs, des organisations de la société civile ont comblé les lacunes des réponses gouvernementales en fournissant des services de secours et d'aide sociale. Le rôle des acteurs non étatiques dans la gouvernance ne se limite pas à la fourniture de services. Par exemple, les entreprises technologiques exercent un pouvoir considérable en contrôlant les flux et les réseaux d'information, ce qui leur permet de façonner le discours politique. L'innovation dans la gouvernance. Les États et les acteurs non étatiques chercheront des moyens de s'adapter aux problèmes de gouvernance croissants en expérimentant de nouveaux outils et techniques pour assurer la sécurité et le bien-être qui pourraient à leur tour être adoptés dans le monde entier.
Bien que les tendances en matière d'innovation dans le domaine de la gouvernance soient difficiles à discerner ou à prévoir, l'un des domaines d'innovation les plus évidents sera le développement et la mise en œuvre d'une stratégie pour améliorer la vitesse, l'efficacité et la précision de la gouvernance. Les gouvernements du monde entier ont davantage utilisé la technologie pour la prestation de services et l'engagement des citoyens au cours des 2 dernières décennies. Alors que les pays les plus compétents en matière de gouvernance numérique sont des pays à revenus élevés, la tendance générale s'étend à l'ensemble des régions du monde. La disponibilité croissante de données sur tous les aspects de la vie des gens, couplée à l'intelligence artificielle et à la technologie pour l'analyser, rend les gouvernements plus agiles pour diriger les services et assurer la sécurité. Il s'agit d'une arme à double tranchant. La surveillance basée sur l'IA qui permet au gouvernement de réduire la criminalité leur permet également de contrôler et de réprimer leur population. Compte tenu des rôles des secteurs publics et privés dans le développement et l'application des technologies, les innovations clés sont susceptibles d'impliquer à la fois des acteurs étatiques et non étatiques. Par exemple, l'avènement des paiements et des systèmes bancaires mobiles en Afrique a permis au gouvernement de mettre en œuvre des transferts en espèces et de payer les employés de manière plus efficace et plus fiable. Une fois établies, les approches de gouvernance innovantes sont susceptibles de se répandre dans le monde entier. Par exemple, les technologies de surveillance basées sur l'IA qui ont proliféré sur l'ensemble du globe, adoptées par au moins 74 pays en 2018, sont fournies par des entreprises chinoises et occidentales. De même, les modèles à succès gagnent rapidement des adeptes. Au moins 40 pays ont mis en œuvre des transferts d'espèces comme outil de développement, une stratégie inspirée en partie par le succès du programme Bolsa Familia au Brésil dans les années 2000 pour réduire la pauvreté. Une gouvernance locale plus conséquente. Les gouvernements locaux deviendront des sources importantes d'innovation en matière de gouvernance. En effet, ils présentent l'avantage d'être proches des problèmes de leurs administrés, d'être légitimes, de rendre des comptes et d'avoir la souplesse nécessaire pour personnaliser les réponses. Ils sont également moins partisans. Les villes et les gouvernements infranationaux ont une plus grande capacité que les gouvernements nationaux à créer et à diriger des réseaux multisectoriels impliquant différents niveaux de pouvoir, le secteur privé et la société civile. Ces partenariats ont contribué à revitaliser certaines anciennes villes industrielles de l'Ouest. Les autorités locales et municipales, de plus en plus organisées en réseau, prendront des mesures sur des questions internationales telles que le changement climatique et les migrations, devançant dans certains cas les gouvernements nationaux. À mesure que la population des zones urbaines augmente et que celles-ci deviennent des centres d'activité économique, de technologie et d'innovation, ces gouvernements locaux vont gagner en influence sur les gouvernements nationaux. Même dans les régimes autoritaires, la gouvernance locale peut être source de problèmes, mais avec des contraintes différentes. Comme les gouvernements nationaux, les gouvernements locaux doivent faire face à des contraintes budgétaires, en particulier après la crise du Covid-19. Les villes du monde en développement seront confrontées à d'importants déficits de financement pour le développement des infrastructures et l'adaptation au changement climatique. En outre, l'urbanisation exacerbera les clivages sociétaux entre les villes et les campagnes, tandis que le rôle croissant de la gouvernance locale et municipale fragilisera la cohérence des politiques lorsque les stratégies locales et nationales de résolution des problèmes divergeront. Prêt pour des modèles nouveaux ou changeants. La combinaison d'un mécontentement public généralisé et de crises majeures pourrait créer des conditions propices à des changements ou à des transformations significatives des modèles, des idéologies ou des modes de gouvernance. Historiquement, les changements idéologiques profonds ont souvent eu lieu dans des moments de crise, à la suite d'une guerre majeure ou d'un effondrement économique, car les individus sont alors disposés à adopter des changements systémiques audacieux pour résoudre des problèmes globaux. Cependant, l'émergence d'une nouvelle idéologie ou d'un nouveau système d'unification, à l'échelle du communisme ou du libéralisme économique, est rare. D'autres facteurs de stress, tels qu'une nouvelle pandémie ou une catastrophe environnementale majeure, souligneront les lacunes des gouvernements et produiront des conditions propices à l'émergence de nouveaux modèles ou de modèles alternatifs si les dysfonctionnements se maintiennent. Le mécontentement généralisé et les crises majeures sont probablement des facteurs qui encouragent les transformations, mais ils ne suffisent pas.
Transformer le mécontentement en quelque chose de nouveau nécessite également la combinaison d'un leadership inspirant avec des idées ou une idéologie convaincante pour construire des coalitions politiques. À défaut d'une nouvelle idéologie, de nouvelles approches, ou même des combinaisons de systèmes inédites, apparaîtront, de la gouvernance centralisée à la gouvernance localisée, d'un rôle étatique fort à un rôle non étatique fort, de la démocratie à l'autoritarisme, de la laïcité à la religion ou du nationalisme à l'internationalisme. Ces changements ou transformations entraîneront une contestation inévitable entre les groupes conservateurs et les groupes innovateurs. La nature précise de ces changements, transformations ou nouveaux modèles est incertaine et difficile à prévoir. Parmi les résultats possibles, on peut citer l'émergence des villes ou des régions infranationales au cœur de la gouvernance, si les populations considèrent que les gouvernements locaux sont davantage dignes de confiance et capables de résoudre les problèmes que les gouvernements nationaux. Le secteur privé et d'autres acteurs non étatiques supplanteront et remplaceront les gouvernements dans les domaines de l'assistance sociale et de la sécurité. La renaissance de la démocratie, si elle s'adapte aux défis mondiaux à venir, ou la tentation de la vague autoritaire, partiellement inspirée du modèle de capitalisme autoritaire chinois, fondé sur la technologie. En outre, de nouveaux modèles ou idéologies de gouvernance qui n'ont pas encore été envisagés ou identifiés pourraient émerger et s'imposer. Dynamiques émergentes. Internationales. Contestation, incertitude et conflits. Principaux points à retenir. Au cours des 2 prochaines décennies, le pouvoir évoluera au sein du système international pour inclure un ensemble plus large de sources et de caractéristiques, avec notamment un pouvoir technologique, de réseaux et d'information en expansion, venant compléter le pouvoir militaire, économique et culturel plus traditionnel. Aucun État ne sera probablement en mesure de dominer toutes les régions ou tous les domaines, ce qui permettra à un plus grand nombre d'acteurs de défendre leurs intérêts. Les États-Unis et la Chine auront la plus vive influence sur les dynamiques mondiales, en soutenant des visions concurrentes du système international et de la gouvernance qui reflètent leurs intérêts fondamentaux et leurs idéologies. Cette rivalité affectera la plupart des domaines, mettant à rude épreuve et remodelant dans certains cas les alliances existantes, les organisations internationales et les normes et règles qui étayent l'ordre international. Dans cet environnement mondial plus compétitif, les risques de conflits entre États seront démultipliés en raison des avancées technologiques, d'un nombre croissant de cibles et de nouvelles frontières, de la plus grande variété d'acteurs, de l'affaiblissement des moyens de dissuasion et du manque de traités et de règles. Au cours des 2 prochaines décennies, l'intensité de la concurrence pour l'influence mondiale devrait atteindre son plus haut niveau depuis la guerre froide. Aucun État ne sera probablement en mesure de dominer toutes les régions ou tous les domaines, et un plus grand nombre d'acteurs se feront concurrence pour imposer leur idéologie, leurs objectifs et leurs intérêts. L'expansion de la technologie, des réseaux et de l'information viendra s'ajouter aux aspects traditionnels de la puissance militaire, économique et diplomatique du système international. Ces éléments de pouvoir seront accessibles à un plus large nombre d'acteurs et concentrés entre les mains de ceux qui développent ces technologies. Ces dynamiques de pouvoir vont créer un environnement géopolitique plus instable et conflictuel, redéfinissant le multilatéralisme et creusant l'écart entre les défis transnationaux et les accords de coopération destinés à les résoudre. Des puissances rivales lutteront pour façonner les normes, les règles et les institutions mondiales. Les États-Unis, leurs alliés de longue date et la Chine auront la plus grande influence sur la dynamique mondiale en soutenant des visions concurrentes du système international et de la gouvernance qui reflètent leurs intérêts fondamentaux et leurs idéologies. Leur rivalité affectera la plupart des domaines, mettant à rude épreuve, et dans certains cas, remodelant les alliances existantes et les organisations internationales qui ont déréglé l'ordre international depuis des décennies. L'accélération des changements de pouvoir, ainsi que le durcissement des différences idéologiques et des divisions sur les modèles de gouvernance, risquent de renforcer encore la concurrence.
Il est toutefois peu probable que la rivalité ressemble à l'opposition américano-soviétique de la guerre froide, en raison de la plus grande variété d'acteurs qui peuvent influencer les résultats, de l'interdépendance dans divers domaines et de la diminution des lignes de partage idéologique exclusives. L'absence d'une puissance prépondérante ou d'un consensus mondial sur certains domaines clés offrira à d'autres acteurs la possibilité de prendre l'initiative ou de poursuivre leurs propres intérêts, notamment dans leur région. L'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Russie et le Royaume-Uni joueront très probablement un rôle essentiel dans l'élaboration des résultats géopolitiques et économiques. Cet environnement plus compétitif, dans lequel les technologies émergent rapidement, sera probablement plus instable, avec un risque accru de conflit, du moins jusqu'à ce que les États mettent en place de nouvelles règles, normes et limites dans les domaines de concurrence les plus disputés. Les États devront faire face à la combinaison d'armes conventionnelles et stratégiques précises et hautement destructrices, d'une cyberactivité ciblant les infrastructures civiles et militaires et d'un environnement de désinformation. Les acteurs régionaux, y compris les fauteurs de troubles tels que l'Iran et la Corée du Nord, se bousculeront pour faire avancer leurs objectifs et leurs intérêts, ce qui accroîtra l'instabilité et l'incertitude du système. Dans le même temps, les États pourraient avoir du mal à établir une dissuasion stable avec ces nouveaux systèmes, en particulier si les règles et les traités qui les régissent continuent de s'éroder ou prennent du retard. L'évolution des sources et de la composition du pouvoir. Au cours des 20 prochaines années, les sources de pouvoir dans le système international s'étendront et seront redistribuées. La puissance matérielle, mesurée par la taille de l'économie, de l'armée et de la population d'une nation, ainsi que par son niveau de développement technologique, fournira les bases nécessaires à l'exercice du pouvoir, mais sera insuffisante pour garantir et maintenir des résultats favorables. Dans un monde encore plus hyperconnecté, la puissance se mesurera à l'aune de la technologie, du capital humain, de l'information et de la position au sein du réseau pour modifier et façonner le comportement des autres acteurs, notamment les États, les entreprises et les populations. L'attrait des divertissements, des sports, du tourisme et des institutions éducatives d'un pays restera également un facteur important de son influence. À mesure que les défis mondiaux, tels que les événements climatiques extrêmes et les crises humanitaires, s'intensifieront, la résilience nationale deviendra un élément crucial de la puissance nationale, tout comme la capacité et la volonté d'un État à aider d'autres pays. Les pays et acteurs non étatiques les plus efficaces dans la maîtrise et la coordination des moyens matériels et humains, dans la centralité de leur réseau, dans leur capacité de résilience, auront l'influence la plus significative et la plus durable au niveau mondial. Puissance matérielle. Les capacités militaires et la taille économique resteront déterminantes dans la puissance d'un État, obligeant les autres pays à prendre en compte les intérêts et les politiques de celui-ci. Ces deux domaines permettent aux États de maintenir leur sécurité et d'amasser des ressources qui rendent possible d'autres marqueurs de puissance. Puissance technologique. La technologie, en particulier militaire, restera au centre de la question de la sécurité et de l'influence mondiale de chaque pays. Mais, à l'avenir, l'intelligence artificielle de pointe, la biotechnologie et le processus décisionnel fondé sur les données offriront aux États toute une série d'avantages en matière d'économie, de croissance économique, de fabrication, de santé et de résilience de la société. Ces technologies permettront en premier lieu aux États et aux acteurs non étatiques de façonner les opinions et les décisions des populations, d'obtenir des avantages en matière d'information sur leurs concurrents et de mieux se préparer aux chocs futurs. Le capital humain. Des données démographiques favorables, notamment une forte population en âge de travailler, une éducation de base universelle et une concentration de compétences en sciences, en ingénierie, en mathématiques et en pensée critique constitueront de grands avantages pour l'innovation, le progrès technologique, la croissance économique et la résilience. Les régions ayant une forte population en âge de travailler, notamment en Amérique latine et en Asie du Sud, disposeront de nouvelles sources de force économique potentielles si elles arrivent à améliorer l'éducation, les compétences et les infrastructures. Les sociétés vieillissantes d'Europe et d'Asie devront trouver des moyens d'augmenter leur main-d'œuvre pour éviter de voir cet élément de pouvoir s'affaiblir. Réseau haineux.
Le contrôle des principaux sites d'échange, y compris les télécommunications, la finance, les flux de données et les chaînes d'approvisionnement manufacturières, donnera aux pays et aux entreprises la possibilité d'obtenir des informations précieuses, de refuser l'accès à leurs rivaux et même de leur imposer leur conduite. Nombre de ces réseaux, concentrés de manière disproportionnée aux États-Unis, en Europe et en Chine, se sont implantés sur plusieurs décennies et seront probablement difficiles à reconfigurer. Si les entreprises technologiques chinoises se partagent le pouvoir avec leurs homologues américaines ou européennes dans certaines régions, ou si elles dominent les réseaux de télécommunications 5G mondiaux, Pékin pourrait exploiter sa position privilégiée pour accéder aux communications ou contrôler les flux de données. Exercer cette forme de pouvoir de manière coercitive risque toutefois de déclencher un retour de bâton de la part d'autres pays et pourrait en diminuer l'efficacité au fil du temps. Information et influence. Les idées et les discours convaincants peuvent façonner les attitudes et les priorités des autres acteurs du système international et légitimer l'exercice d'autres types de pouvoirs. L'attractivité d'une société en matière de soft power, notamment sa culture, ses exportations de divertissement, ses sports, ses modes de vie et ses innovations technologiques, peut également imprégner l'imaginaire d'autres populations. Le tourisme et l'éducation à l'étranger, en particulier l'enseignement supérieur, peuvent faire grandir l'attractivité. De la diplomatie publique et des médias aux opérations d'influence plus secrètes, les technologies de l'information donneront au gouvernement et aux autres acteurs des capacités sans précédent pour atteindre directement les publics et les élites étrangers afin d'influencer les opinions et les politiques. La Chine et la Russie essaieront probablement de continuer à cibler les populations des États-Unis et d'Europe en promouvant des récits sur le déclin et les excès de l'Occident. Ces deux pays sont également susceptibles de se développer dans d'autres régions, par exemple en Afrique, où ils sont déjà actifs. La résilience. Le monde étant de plus en plus interconnecté, les chocs systémiques deviennent plus fréquents et plus intenses, entraînant de nombreux effets de second ordre. Les gouvernements capables de résister aux chocs, de les gérer et de les surmonter, tout en bénéficiant d'une légitimité nationale, seront mieux à même de projeter leur puissance et leur influence à l'étranger. Le développement de la résilience dépend de la confiance au sein des sociétés et entre les populations et les dirigeants. Plus les sociétés se fracturent, plus la confiance s'érode. Plus d'acteurs affirmant leur autonomie. À mesure du développement et du déplacement à l'échelle globale des sources de pouvoir, les acteurs et leur rôle dans l'élaboration de la dynamique mondiale vont également changer. Aucun acteur ne sera en mesure de dominer toutes les régions et tous les domaines, ce qui offrira des opportunités à un plus grand nombre d'acteurs et accroîtra la concurrence dans tous les domaines. L'opposition croissante entre la Chine d'un côté et les États-Unis et ses proches alliés de l'autre engendrera probablement l'impact le plus large et le plus profond sur la dynamique mondiale, notamment sur le commerce et les flux d'informations, le rythme et la direction de l'évolution technologique, la probabilité et l'issue des conflits interétatiques et la durabilité environnementale. Selon les estimations les plus modestes, Pékin continuera de réaliser des avancées militaires, économiques et technologiques qui modifieront l'équilibre géopolitique, en particulier en Asie. La Chine reconquiert son rôle de puissance mondiale. Au cours des 2 prochaines décennies, la Chine cherchera à affirmer sa domination en Asie et à accroître son influence dans le monde, tout en essayant d'éviter ce qu'elle considère comme des responsabilités excessives dans des régions stratégiquement marginales. En Asie, la Chine attend de ses voisins qu'ils fassent preuve de retenue en matière de commerce, d'exploitation des ressources et de conflits territoriaux. La Chine déploiera des capacités militaires qui feront courir un risque accru aux forces américaines et alliées dans la région, et elle continuera de faire pression sur les alliés et partenaires américains pour limiter l'accès aux bases américaines. Pékin exercera une pression sur ses voisins pour les rallier à sa cause, tout en les menaçant en cas d'éventuelle opposition. Les dirigeants chinois prévoient un rapprochement avec Taïwan, voire une réunification d'ici à 2040, par une coercition soutenue et intensive. La Chine s'efforcera de consolider ses propres réseaux d'infrastructures physiques, ses plateformes logicielles et ses règles commerciales, en aiguisant les lignes de la concurrence techno-économique mondiale et en créant potentiellement des systèmes plus éclatés dans certaines régions.
La Chine utilisera probablement ses programmes de développement axés sur l'infrastructure et la technologie pour rapprocher les pays et s'assurer que les élites s'alignent sur ses intérêts. Elle renforcera l'intégration économique avec ses partenaires du Moyen-Orient et de l'océan Indien. Elle étendra sa pénétration économique en Asie centrale et dans l'Arctique. Elle empêchera l'émergence de coalitions compensatoires. La Chine cherche à développer les exportations de technologies de surveillance intérieure sophistiquées afin de soutenir les gouvernements amis. Elle crée ainsi des opportunités commerciales, génère des données et obtient un effet de levier sur les régimes clients. Elle utilisera probablement ces avancées technologiques pour mettre en place une formidable force militaire en Asie de l'Est et dans d'autres régions. Elle privilégiera des déploiements sur mesure, principalement sous la forme de bases navales, plutôt que les grands déploiements de troupes. Dans le même temps, Pékin cherchera probablement à conserver certains liens importants avec les réseaux américains et occidentaux, en particulier dans les domaines où l'interdépendance est plus grande, comme la finance et l'industrie. La Chine jouera un rôle plus déterminant dans les réponses qui seront données aux défis mondiaux, à la mesure de sa puissance et de son influence croissante. Pékin s'imposera également dans la hiérarchisation et l'élaboration de ses réponses en fonction de ses intérêts. La Chine se tournera vers d'autres pays pour compenser les coûts liés à des problèmes transnationaux, en partie parce que Pékin est confronté à des problèmes intérieurs croissants. Crise financière potentielle, vieillissement rapide de la population active, ralentissement de la croissance de la productivité, pressions environnementales et hausse du coût de la main-d'œuvre pourraient remettre en question le Parti communiste chinois et compromettre sa capacité à atteindre ses objectifs. La diplomatie agressive de la Chine et les violations des droits de l'homme, y compris la suppression des communautés musulmanes et chrétiennes, pourraient limiter son influence, en particulier son soft power. Autres grandes puissances. D'autres grandes puissances, dont la Russie, l'UE, le Japon, le Royaume-Uni et potentiellement l'Inde, pourraient disposer d'une plus large marge de manœuvre pour exercer leur influence au cours des 2 prochaines décennies. Elles joueront un rôle important dans le bilan géopolitique et économique, ainsi que dans l'évolution des normes et des règles. La Russie restera probablement une puissance perturbatrice pendant une grande partie ou la totalité des 2 prochaines décennies, même si ses capacités matérielles diminuent par rapport à celles d'autres acteurs majeurs. Les avantages de la Russie, notamment son armée conventionnelle importante, ses armes de destruction massive, ses ressources énergétiques et minérales, sa géographie étendue et sa volonté d'utiliser la force à l'étranger, lui permettront de continuer à jouer le rôle de trouble-fête et d'intermédiaire de pouvoir dans l'espace post-soviétique et parfois plus loin encore. Moscou continuera très probablement d'essayer d'amplifier les divisions à l'ouest et de nouer des relations en Afrique, au Moyen-Orient et ailleurs. La Russie recherchera probablement des opportunités économiques et l'établissement d'une position militaire dominante dans l'Arctique, alors que de plus en plus de pays renforcent leur présence dans la région. Toutefois, avec son climat d'investissement médiocre, sa forte dépendance à l'égard de matières premières dont les prix sont potentiellement instables et sa petite économie, qui devrait représenter environ 2% du PIB mondial pour l'année 2009, la Russie n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs. Au cours des 2 prochaines décennies, elle pourrait avoir du mal à projeter et à maintenir son influence dans le monde. Le départ de Vladimir Poutine du pouvoir, soit à la fin de son mandat actuel en 2024, soit plus tard, pourrait éroder rapidement la position géopolitique de la Russie, surtout si une instabilité interne s'ensuit. De même, une diminution de la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de la Russie, que ce soit par le biais des énergies renouvelables ou par la diversification des fournisseurs de gaz, porterait atteinte aux revenus et à la capacité globale du pays, en particulier si ces diminutions ne sont pas compensées par des exportations vers des clients en Asie. Le vaste marché de l'UE et son leadership de longue date en matière de normes internationales lui permettront de conserver une influence significative au cours des prochaines décennies, en particulier si elle parvient à empêcher le départ d'autres membres et à dégager un consensus sur une stratégie commune pour faire face à la concurrence mondiale et aux défis transnationaux. Le poids économique du marché unique de l'UE continuera à lui conférer une influence géopolitique mondiale sur le commerce, les sanctions, les réglementations technologiques et les politiques en matière d'environnement et d'investissement. Les pays extérieurs à l'UE calquent souvent leurs normes et réglementations sur les politiques européennes.
La puissance militaire européenne est susceptible de ne pas répondre aux attentes de certains membres en raison de priorités concurrentes et d'un sous-investissement à long terme dans des compétences clés. Les dépenses de défense de l'Europe seront en concurrence avec d'autres priorités budgétaires post-Covid-19, et ces initiatives en matière de sécurité ont peu de chances de faire naître une force militaire distincte de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord capable de se défendre contre la Russie. Le Royaume-Uni devrait continuer à jouer les premiers rôles sur la scène internationale en raison de la solidité de son secteur militaire et financier et de son orientation mondiale. La capacité nucléaire du Royaume-Uni et son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies majorent son influence mondiale. La gestion des défis économiques et politiques posés par son départ de l'Union européenne constitue le défi majeur du pays. Un échec pourrait conduire à un éclatement du Royaume-Uni, réduit à se débattre pour conserver sa puissance mondiale. Grâce à sa population très instruite, à son économie innovante sur le plan technologique et à sa position centrale dans les réseaux de commerce et d'approvisionnement, le Japon est en mesure de rester une puissance forte en Asie et au-delà. Il restera probablement très dépendant sur le plan économique de son principal partenaire commercial et grand rival régional, la Chine. Il restera aussi un proche allié des États-Unis, tout en s'efforçant de diversifier davantage ses relations économiques et de sécurité, notamment avec l'Australie, l'Inde, Taïwan et le Vietnam. Le Japon sera également confronté à des défis démographiques et macroéconomiques de plus en plus aigus, notamment une population active en baisse, la plus âgée de tous les pays développés, des politiques d'immigration peu flexibles, une demande et une croissance économique faible, une déflation, des taux d'épargne en baisse et une dette publique accrue. La taille de la population de l'Inde, qui devrait devenir la plus importante au monde d'ici 2027, sa géographie, son arsenal stratégique et sa potentielle transition économique et technologique en font une puissance mondiale probable. Il reste à voir si New Delhi atteindra les objectifs de développement national qui lui permettront de projeter son influence au-delà de l'Asie du Sud. Face à la concurrence de la Chine et des États-Unis, l'Inde tentera de se tailler un rôle plus indépendant. Toutefois, elle pourrait avoir du mal à trouver un équilibre entre son engagement à long terme en faveur de l'autonomie stratégique vis-à-vis des puissances occidentales et la nécessité de s'intégrer plus profondément dans les architectures de sécurité multilatérales pour contrer la montée en puissance de la Chine. L'Inde est confrontée à de graves problèmes de gouvernance, de société, d'environnement et de défense qui limitent les investissements qu'elle peut faire dans le domaine militaire et les moyens diplomatiques nécessaires à une politique étrangère mondiale plus affirmée.